Merci de nous recevoir chez vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission Questions d'actualité. Et nous mettons nos projecteurs sur le fonds minier de développement local, plus de 18 milliards 400 millions de francs CFA, comme ressource de ce fonds alimenté par les sociétés minières opérant au Mali. Le président de la transition a procédé le jeudi 12 mars 2026 à la remise symbolique de chèques géants aux collectivités. Un acte qui ouvre la voie à la réalisation de projets probants pour les communes du Mali. Un pas donc dans la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation et l'application du nouveau code minier. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par fonds minier de développement local? Quelle est la clé de répartition de ce fonds entre les communes du Mali? Quel est le mécanisme de suivi mis en place pour que ce fonds soit utilisé à bon escient? La réponse, ça sera tout à l'heure avec nos invités. Il s'agit d'Abdraman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. Bonsoir, monsieur le directeur. Bonsoir. De Mohamed Bouba Traoré, il est inspecteur des impôts, conseiller technique chargé de la fiscalité intérieure au ministère de l'économie et des finances. Bonsoir, monsieur Traoré. Bonsoir, madame Bouchini. De Rakiatou Arbi, elle est conseillère technique au ministère des Mines, chargée des questions fiscales, économiques et financières. Bonsoir, madame Rakiatou. Bonsoir. Et de Hassan Ouedraogo, lui, il est directeur de l'environnement social et du développement durable, FECOLA Butu-Gold. Bonsoir, monsieur Ouedraogo. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous tous sur ce plateau. Avant donc d'ouvrir le débat, nous allons tout d'abord suivre le président de la transition sur le bien fondé de ce fonds minier de développement local et les objectifs recherchés à travers cette initiative. Pour le chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, ce fonds est une réponse aux doléances du peuple lors des assises nationales de la refondation. Il s'agit donc d'améliorer les conditions de vie de la population à travers la réalisation de projets structurants sur proposition du comité communal. Nous allons donc écouter un extrait de l'interview qu'il nous a accordé juste après la cérémonie de remise à Koulouba. Nous avons continué avec les réformes et cela nous a permis de mettre en place 5 fonds miniers, et parmi lesquels le fonds minier de développement local, évidemment, qui revient pour la gestion au niveau de nos différentes communes. Et ce fonds minier de développement local devait être alimenté par les sociétés minières à hauteur de 0,75% de leur chiffre d'affaires trimestriel. Donc, au compte de l'année 2025, le ministère des Finances a pu recouvrer environ 18 milliards et quelques pour les différentes communes du Mali. Et ces 18 milliards ont été répartis sur l'ensemble du territoire national. Les communes du Mali ont bénéficié chacun un montant. Et cette répartition a été faite à 3 niveaux. Et le premier niveau, évidemment, a concerné les communes qui sont directement impactées par les activités minières, et ces communes ont bénéficié les 50% du montant. Ensuite, le deuxième niveau de répartition a concerné les communes moins impactées qui sont dans la région qui abrite les sociétés minières, et ce deuxième lot a bénéficié 25% du montant. Le restant des 25% est revenu au restant des communes du Mali, c'est-à-dire les autres communes qui ne sont pas du tout impactées par les activités minières et qui n'ont pas la chance d'abriter des sociétés minières. L'objectif recherché, c'est évidemment l'amélioration du bien-être de nos populations. Et ce montant aujourd'hui doit permettre aux différents à travers des projets structurants effectivement d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens. Et cela va se passer dans un cadre bien établi, c'est-à-dire le comité communal qui se trouve au niveau des communes va élaborer une liste de projets structurants et la liste sera transmise au niveau du comité régional qui à son tour aussi va valider ces projets. Et en fin de compte, c'est le comité national qui regroupe les ministres et ce comité va valider ces projets. Dans ce moment que les projets vont rentrer dans la phase d'exécution.
Donc le suivi se fera dans le même sens. C'est pour vous dire que nous allons suivre de près ces dispositifs pour qu'à la fin, tout le monde soit content. L'objectif principal, c'est effectivement l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Donc les maires ont la possibilité d'élaborer un certain nombre de projets en fonction du montant reçu. Et ces projets peuvent aller de la construction des écoles, des centres de santé, et l'accès à l'eau potable, c'est-à-dire la construction des forages, les systèmes d'adduction d'eau, aussi l'amélioration des infrastructures routières et énergétiques. Donc tous ces projets aussi peuvent créer des emplois pour la jeunesse ou pour les femmes. Il y a tellement d'activités aujourd'hui dans nos communes. Donc c'est pour vous dire qu'il y a une panoplie d'activités qui peuvent être recommandées ou proposées par les maires. Et ces différents projets seront suivis jusqu'au niveau national. Et ça dépendra de la réalité de chaque commune. Et ces besoins peuvent être classés en catégories. Les besoins urgents, moins urgents et des besoins qui peuvent attendre. Donc en fonction de ces besoins, nous allons procéder vraiment à la mise en œuvre de tous ces projets. Voilà donc le Fonds minier de développement qui est donc promoteur. À tout seigneur, tout honneur, ce dossier est porté par le ministère des Mines, représenté ici par Madame Rakiatou Arbi. Rebonsoir Madame, bienvenue sur ce plateau. Alors c'est quoi le Fonds minier de développement local? Merci Syrah vraiment pour la question. Donc avant de commencer, vraiment il est important de souligner que le secteur minier est aujourd'hui le levier principal de financement du budget de l'État malien. Car il représente quand même 25% du budget national, donc avec une contribution de 835 milliards en 2024 budget et au moins 750 milliards au premier trimestre de 2025. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il représente aussi quand même 10% du produit intérieur brut et 75% des recettes d'exportation. Voilà. Donc, et tout cela grâce à des réformes qui ont été initiées par les plus hautes autorités, voilà, sous la présidence du chef de l'État, le général Assimi Goïta. Parmi ces réformes, nous pouvons citer l'adoption justement du code minier malien, donc à travers la loi numéro 2023-040 du 29 août 2023, ainsi que la loi sur le contenu local et leurs textes. Parmi ces réformes, aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a le Fonds minier de développement local. Oui, tout à fait. L'objet de ce débat, dites-nous, qu'est-ce que nous devons entendre par Fonds minier de développement local? Le Fonds minier de développement local a été institué justement par les dispositions de l'article 94 du Code minier malien. Donc on peut le définir comme un mécanisme mis en place par le Code minier de 2023, donc pour financer les plans nationaux, régionaux et communaux, voilà, de développement local, afin d'améliorer, voilà, les conditions de vie des populations, voilà, de ces communes-là. Donc c'est vraiment un fonds qui est alloué vraiment aux collectivités territoriales. Oui, alloué aux collectivités territoriales, vous l'avez dit, c'est parti d'un constat sûrement avec le ministère des Mines. Quel a été votre constat sur le terrain pour pouvoir proposer une telle initiative? Le secteur minier engendre quand même pas mal de recettes, mais malheureusement on a vu que les retombées, voilà, ne sont pas très visibles, voilà, dans les communes. Donc il était quand même important que l'or puisse quand même briller, voilà, pour tous les Maliens. Donc c'est vraiment de ce constat qu'il a été initié ce fonds pour assurer justement la redistribution des revenus miniers, donc au profit des populations de ces zones-là. C'est pour que les populations puissent bénéficier davantage des retombées des ressources naturelles du Mali. Alors, Monsieur Traoré, vous êtes du ministère de l'économie et des finances. Ce fonds est un des 5 fonds qui ont été mis en place par le Mali dans le but de pouvoir faire briller l'or
du Mali pour les Maliens. Même si on ne rentre pas dans tous les détails, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut avoir comme aperçu général des 5 fonds miniers du Mali? Comme aperçu général des 5 fonds miniers du Mali, donc on peut dire qu'il y a 4 autres fonds qui s'ajoutent au fonds minier de développement local, qui sont le fonds destiné à la réhabilitation des sites miniers artisanaux et à la lutte contre les substances chimiques prohibées, et le fonds destiné à la promotion du secteur minier, le fonds destiné à la recherche géologique, et un autre fonds qui est le dernier fonds maintenant, c'est le fonds destiné à la réalisation des infrastructures hydrauliques, énergétiques et des transports. Est-ce que tous ces fonds ont le même objectif? Non, tous ces fonds n'ont pas les mêmes buts. Chaque fonds a d'ailleurs son objet, sa destination dans son appellation. Et qu'est-ce qui est recherché à travers le fonds minier de développement local? Ce qui est recherché à travers le fonds minier de développement local, on est parti du constat que les sociétés minières ne font pas assez d'efforts en ce qui concerne le bien-être des populations locales. Donc c'est pour vraiment augmenter ce niveau de participation qu'on a mis en place ce fonds minier de développement local. Alors vous l'avez dit, ce sont les sociétés minières opérant au Mali qui alimentent ce fonds. Est-ce que ce sont toutes les sociétés qui opèrent au Mali ou bien ce sont des sociétés qui sont sélectionnées? En fait, en termes de contribution au fonds, ça concerne les titulaires de permis d'exploitation de grandes mines et petites mines, ainsi que les exploitants industriels de carrière. Donc c'est le chiffre d'affaires, il s'agit de 0,75% de leur chiffre d'affaires trimestriel. Donc ça ne concerne pas toutes les sociétés. Donc ça concerne une catégorie d'exploitants miniers. On peut avoir une idée du nombre de ces sociétés? D'après les listes qu'on a reçues de la Direction nationale de la géologie et des mines, en termes de grandes mines, nous avons une vingtaine. En termes de petites mines, on a une soixantaine. Et s'agissant des exploitants industriels de carrière, on a à peu près une centaine. Il s'agit vraiment de listes dynamiques, voilà, des créations, des fermetures et autres. Mais la stabilité, c'est surtout au niveau des grandes mines. D'accord, on va vérifier tout à l'heure avec le représentant du B2Gold, M. Hassan Ouedraogo, vous qui êtes sur le terrain. Comment ça se passe avec l'État pour le prélèvement sur vos ressources de 3 mois? C'est suite au mécanisme qui a été mis en place par l'État du Mali que ces fonds-là sont reversés au niveau de l'État du Mali. Et comment ça se passe? C'est en concertation avec le ministère des Mines, plus particulièrement avec la DNGM et le ministère des Finances, que ces taux sont déterminés. Alors, monsieur le directeur des collectivités territoriales, ce fonds est destiné aux communes du Mali. Dites-nous, c'est pour toutes les communes du Mali ou bien c'est pour certaines communes du Mali? Le fonds est destiné à toutes les communes du Mali. Nous avons au Mali 815 communes, 19 régions. Le fonds, dans sa création, doit profiter à toutes les communes du Mali sans exclusion, sur l'ensemble du territoire et dans les 19 régions et du district Bamako aujourd'hui. Et je pense que le travail qui a été fait tout dernièrement, la première, l'exposé que vous avez présenté, où son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a procédé à la remise symbolique des chèques, vous avez remarqué, il y a un maire de Kidal, il y a le maire de Kidal, il y a le maire de Fourou, il y a le maire de Kenyeba. C'était un échantillon, mais toutes les communes du Mali ont bénéficié de la répartition qui a été faite sur la première tranche qui vient d'être répartie à l'UE. D'accord, on va parler de cette clé de répartition. Mais dites-nous, avant, le Mali est dans quelle logique en mettant en place un fonds minier de développement local? Nous disons que le Mali est dans une logique de renforcement de l'équité sociale. Le Mali est dans une logique de renforcement du développement à la base. Les collectivités territoriales constituent l'entité de base à qui l'État a confié une partie de ses prérogatives en matière de développement local, d'accès aux services sociaux, qu'on a santé, de l'eau, de l'éducation, de l'assainissement et autres. Donc en renforçant à travers ces fonds qui ont été mis en place, on renforce les capacités des collectivités territoriales en ressources financières. Et cet impact va avoir un ressenti sur la vie des populations en termes de qualité
des services qui vont être rendus aux populations. C'est une très bonne initiative que l'ensemble des collectivités du Mali apprécie hautement. Il aurait fallu que ça se fasse depuis longtemps, mais nous avons la chance que cette initiative a été concrétisée aujourd'hui. 18 milliards, c'est quand même important en termes d'action à apporter aux collectivités aujourd'hui. Si vous avez remarqué, on s'en revient sur le débat, sur les fonds, les montants en fonction des communes, nous allons y revenir, sont des montants souvent très importants qui peuvent contribuer à booster, à renforcer et à impulser le développement local. C'est un plus pour votre travail au quotidien, vous, les collectivités? Bien sûr, c'est un plus, parce que c'est un fonds qui vient en plus de ce que l'État fait déjà. Je prends seulement une dynamique, l'État fait des gros efforts déjà, parce que le Mali est un pays et qui a pris une option de décentralisation depuis maintenant une vingtaine d'années. Et nous sommes, pour les pas, ce n'est pas pour faire l'apologie, mais en tout cas on peut dire que nous sommes aujourd'hui une référence en matière de décentralisation aujourd'hui au Mali. Ce qui fait que de manière générale, c'est environ 17% des ressources financières de l'État qui sont transférées au collectivités pour faire face aux missions qui ont été transférées. Ce qui fait l'ordre de grandeur 421 milliards que l'État transfère chaque année au collectivités. En plus de ces transferts, l'État apporte à travers ces fonds miniers de développement encore des nouvelles ressources pour accompagner les questions de développement. La particularité que ces ressources sont destinées uniquement aux actions de développement, notamment les services sociaux de base. Donc c'est un plus. Est-ce qu'on peut dire, comme Mme Arbi l'a dit, que l'or du Mali va enfin briller pour les Maliens? À partir de cette remise symbolique, des montants qui ont été alloués, nous pouvons dire sans risque que l'or du Mali a commencé à briller pour l'ensemble des Maliens. Et toutes les communes du Mali ont reçu un montant, sans exception. Les 815 communes du Mali ont reçu les 25% du montant global qui a été. En fait, la crise de répartition est en 3, 50% comme l'a dit M. Traoré pour les communes affectées, 25% pour les communes de la région affectée et 25% pour l'ensemble des communes du Mali. Donc chaque commune a eu sa part. Chaque commune a eu sa part. À ce stade, nous avons la clé de répartition pour l'ensemble des communes, l'ensemble des 815 communes. Nous connaissons quel est le montant qui est affecté à chaque commune. Les ressources sont disponibles et elles vont être utilisées aux fins pour lesquelles elles sont destinées, notamment les services sociaux de base et au profit des populations. D'accord, on va en venir tout à l'heure par rapport à ces précisions. Alors, M. Traoré, vous qui êtes du ministère de l'économie et des finances, nous avons appris que c'est une collecte au titre de l'année 2025. Est-ce que c'est un fonds qui est collecté annuellement ou bien c'est sur une période précise? En ce qui concerne la contribution au fonds, il s'agit des déclarations trimestrielles. Donc il y a des imprimés qui sont au niveau de l'administration fiscale et au niveau des services du Trésor. Donc c'est payé trimestriellement et ça correspond à 0,75% du chiffre d'affaires des sociétés que j'ai citées tantôt. D'accord, mais les 18 milliards 400 millions de francs CFA qui ont été collectés, on dit que c'est au titre de 2025. Ça voudrait dire que ça a été arrêté à un moment à ce montant pour que ça soit mis à la disposition des communes? En fait, les 18 milliards qui ont été collectés au titre de l'exercice 2025. Donc l'exercice du 1er janvier au 31 décembre, là l'exercice est clos. Donc maintenant s'ouvre l'exercice 2026 et à la fin du mois de mars, on aura déjà les contributions au titre de l'exercice 2026. Et trimestriellement, on va cumuler les 4 périodes pour avoir la situation globale de l'exercice 2026. Et quand est-ce que vous jugez nécessaire de mettre ce fonds à la disposition des communes? C'est annuellement ou bien ça se passe comment? C'est ce qu'on veut savoir. Par rapport à la mise à disposition des fonds, les fonds sont collectés trimestriellement, mais le budget est annuel, en fait. Donc cela se passe annuellement. Est-ce qu'une société peut être confrontée à des sanctions au cas où elle ne s'exécute pas par rapport au règlement de ce fonds? En ce qui concerne la non-contribution au fonds, des sanctions peuvent être prévues.
Dans un premier temps, on va rappeler le montant. Il peut y avoir des taxations d'office et on peut appliquer aussi des sanctions telles que les majorations. Il peut y avoir des pénalités. Ça, c'est au plan fiscal. Maintenant, au plan minier également, le code minier prévoit des sanctions. Ça peut aller jusqu'au retrait du permis d'exploitation de la société. Après une mise en demeure restée sans suite de 6 mois du ministre des Mines. C'est un plus à ce que vous aviez déjà entrepris parce que l'État est dans cette logique il y a quelques moments. Avec le nouveau code minier, vous aviez déjà commencé à faire ce développement local. Qu'est-ce que vous avez fait au niveau de B2Gold, vous qui intervenez à Kéniéba? D'accord. Il faudrait comprendre que B2Gold est arrivé ici au Mali autour de 2014 pour construire la mine de Fekola autour de 2016. Dès l'installation de la mine ici au Mali, nous n'avons pas traîné à contribuer au niveau du développement local au niveau de Fekola. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je puis vous rassurer que nous avons investi significativement dans la commune de Kéniéba. Nous avons réussi à construire un certain nombre d'infrastructures avec les communautés telles que des écoles. Par exemple, nous avons construit 9 écoles. Nous avons contribué à mettre en place un certain nombre d'infrastructures d'eau dans les villages aux alentours de nous, une 60aine de forages et d'adduction d'eau. C'est très important. Nous avons aussi contribué significativement sur le plan de la santé à construire des CESCOM pour permettre aux populations d'accéder facilement aux soins de santé. Et cela se fait sur des programmes spécifiques élaborés en collaboration avec l'État? Ça se fait en collaboration avec l'État, avec le ministère de tutelle et aussi avec surtout les collectivités, la commune de Kéniéba. Il y a un comité qui est mis en place. Depuis lors, nous avons investi plus de 6 milliards de francs CFA et nous avons impacté significativement ces communautés-là en termes d'éducation. Nous avons réduit les distances de l'éducation au niveau de ces villages-là à l'âme même de 40 km de réduction pour le second cycle pour des villages qui sont dans la localité. Nous avons réduit l'accès, les distances d'accès aux soins. Nous avons amélioré les plateaux techniques et nous avons amélioré beaucoup d'infrastructures. Et quelle appréciation faites-vous de ce nouveau cadre avec ce fonds? Oui, comme je l'ai dit, nous sommes partie prenante du développement. C'est un fonds qui est là, qui doit rentrer dans notre objectif qui est aussi le développement, que nous saluons. Toute chose qui nous permet d'opérer significativement au niveau du Mali ici est la bienvenue. Donc je pense que ce fonds-là va contribuer déjà à accélérer ce qui est déjà fait sur le terrain. Parce que nous avons fait beaucoup de choses avec les communautés et ce fonds-là va venir booster significativement ce qui est fait sur le terrain. D'accord. Madame Arbi, quels sont les organes d'administration du Fonds minier de développement local et comment ils opèrent? Conformément aux dispositions du décret fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement justement du Fonds minier de développement local, donc il y a 3 organes de suivi qui ont été institués. Donc le premier organe, c'est le comité national de suivi qui est l'organe de pilotage du fonds, donc qui est quand même composé du ministre chargé des Finances, du ministre chargé des Mines et du ministre chargé des collectivités territoriales ou leurs représentants. Ça, c'est le niveau ministériel. Voilà, quand même. Voilà. Donc ensuite, il y a le comité régional de suivi qui est institué dans chaque région, et qui est composé du gouverneur, je pense des maires, des représentants aussi des sociétés minières, de certains préfets aussi, je pense bien. Donc pour finir, il y a le 3e organe qui est quand même le comité communal de suivi, donc qui est aussi institué au niveau de chaque commune, et qui est aussi composé justement des sous-préfets, des chefs de village, des représentants de la société civile et des représentants des sociétés minières. Alors, Monsieur Hassan, vous siégez au niveau des comités.
Pour jouer quel rôle? On siège comme tout autre membre du comité. Il n'y a pas un rôle spécifique qui nous est donné, à moins qu'on veuille nous le donner. Mais quelle contribution vous apportez au comité? Non, pour nous, moi je pense qu'on a une expérience significative sur le terrain. N'oubliez pas que nous parlons de communautés qui sont assez reculées dans les communes. Donc nous avons une expérience de terrain que nous pourrions éventuellement partager dans le cadre de la mise en œuvre de ces fonds miniers-là pour une meilleure efficacité de ces fonds. Donc, on est disposé à ça. D'accord, ok. Alors, M. Traoré, comment se fait le paiement du Fonds minier de développement local? C'est lorsque des projets sont jugés éligibles à ce fonds au niveau des communes, avec l'ensemble des pièces. Il y en a qui sous-tendent telle ou telle dépense. C'est en ce moment qu'on pourrait parler de décaissement au niveau des perceptions. Ça, c'est au niveau des communes. C'est comme ça que ça se passe. On va aborder le deuxième axe maintenant de ce débat. Ça, c'est la clé de répartition du fonds entre les communes, avec les critères aussi. Vous aviez dit tout à l'heure que ce sont les 815 communes qui bénéficient de ce fonds. Elles bénéficient toutes, mais la répartition n'est pas la même pour les communes. Pourquoi on parle de 50% pour certaines communes, 25% pour d'autres? Bon, je disais dans mes propos que je peux paraphraser le président de la transition en disant que c'est un fonds qui doit contribuer à renforcer l'équité sociale, qui doit contribuer aussi à faire profiter l'ensemble du Mali des richesses maliennes. Mais de manière concrète, le représentant de la société minière, M. Ouedraogo, disait tout de suite qu'ils font déjà des actions de développement. Je suis totalement d'accord. Mais la différence avec les fonds, c'est que ces fonds vont nous assurer une certaine traçabilité, une certaine transparence et une meilleure prise en main des questions par les acteurs locaux. Parce que, vous savez, depuis des années, les sociétés minières existent dans les régions, mais la question peut-être que n'est pas suffisamment perçue. Elle n'est pas suffisamment ressentie. Mais la dynamique du Fonds de développement aujourd'hui crée un cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs. Et ça assure aussi une meilleure traçabilité aussi des ressources qui sont allouées aux collectivités territoriales, afin que nous ayons l'assurance que les impacts qui sont recherchés, qui est l'amélioration des vies de population, sont atteints. Alors, vous avez raison, sur la question des ressources, d'abord globalement, il y a deux niveaux de péréquation. Le premier niveau, c'est que les communes ne sont pas à la même enseigne. Vous avez les communes d'implantation des sociétés minières, qui sont les communes qui sont les plus affectées par l'activité minière. C'est-à-dire là où les mines sont implantées. Sont installées. Ça, ce sont les communes qu'on appelle les communes affectées. Je prends un exemple, quand on prenait Kenyaba, quand on prenait Furu, quand on prenait Sitakeli, ça sont des communes où les sociétés sont déjà installées. L'activité peut contribuer à affecter ou l'activité sociale, l'activité économique ou l'activité agricole. Donc, ce sont ce qu'on appelle les communes affectées. Donc, ces communes, au paiement, ils bénéficient d'office de 50% du montant qui est payé par la société minière. Parce qu'elles doivent aussi ressentir, plus vous êtes affecté, plus aussi vous devez ressentir aussi l'impact de la contribution qui est apportée par la société minière. Deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les communes de la région où les sociétés minières sont implantées. Donc, eux aussi, ils bénéficient aussi des montants de 25%. Donc, 25% plus les 50% qui sont affectés, qui sont alloués aux communes affectées, ça fait 75. Il reste 25 autres %. Ces 25 autres % sont répartis entre toutes les communes du Mali, sans exception. Sans exception. Que vous soyez une commune affectée, que vous ne soyez pas une commune affectée, que vous soyez proche, loin, tout le monde bénéficie de ces 25%. Maintenant, ces 25% aussi, il y a une clé de répartition. On aurait pu dire, bon, allez, on le fait de manière linéaire. Mais le décret a dit qu'il faut mettre en place une péréquation. Une péréquation qui doit susciter... C'est quoi une péréquation? Bon, la péréquation, c'est une forme d'émulation. C'est créer une émulation en créant les conditions pour que les communes les plus performantes
les communes qui ont le plus de contraintes sociales, démographiques et autres puissent être les plus dotées. Comme je disais, c'est une question de renforcement de l'équité et un peu de la cohésion sociale aussi. C'est pourquoi on voit que Kenyeba bénéficie par exemple de plus de 3 milliards. C'est parce que c'est une commune affectée. Donc ils ont à peu près 3 milliards 500 millions de francs CFA parce que c'est une commune affectée directement où se trouvent implantées les sociétés minières. Par contre, les 25% qui restent, qui doivent être répartis sur l'ensemble des territoires du Mali, on a défini 6 critères. Le premier critère, c'est la population. Plus la commune est peuplée, plus elle bénéficie d'un montant. Deuxième critère, c'est ce qu'on appelle l'indice de pauvreté. Les communes riches, bon, on peut leur donner moins. Les communes pauvres ou très pauvres peuvent bénéficier plus. Il y a des communes riches et des communes pauvres? Bien sûr. Les communes urbaines, les communes chefs-lieux de région, les communes chefs-lieux de cercle sont plus nantis que les communes... Là où il y a plus de développement. De développement, d'activité économique. Ici, de manière générale, vous avez beaucoup de sociétés minières, beaucoup de sociétés industrielles, beaucoup de commerce, beaucoup d'activités économiques qui payent des impôts, qui payent des taxes. Bon, ça donne plus qu'à l'intérieur. Je prends un exemple, à Bamako, les districts de Bamako, le budget des districts de Bamako, c'est à peu près 50 milliards de francs CFA. Donc on ne peut pas dire que les districts de Bamako est une commune pauvre, à la même enseigne que la commune de Douékéré ou la commune de Goundam ou la commune de Alhang ou la commune de Menaka. C'est un peu différent parce qu'il y a moins d'activité économique dans ces communes. Donc je disais la population, l'indice de pauvreté. Troisième critère maintenant, c'est ce qu'on appelle le niveau de recouvrement des recettes aussi. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est vrai qu'il faut aider, mais comme les communes aussi ont des ressources propres, il faut les motiver pour qu'elles-mêmes recouvrent, elles aussi, les autres ressources. Elles génèrent des ressources aussi. Voilà. Donc, mais les critères, c'est la TDRL. On a pris la taxe de développement régional, qui est de 2000 francs dans certaines communes, 1000 francs dans certaines communes, 3000 francs qui est payé par les individus. Les quatrièmes critères, ça c'est des critères qu'on appelle de performance administrative. Ça c'est la tenue régulière des sessions. On ne peut pas donner aussi des ressources, des fonds à une commune qui ne fonctionne pas. Donc les communes qui tiennent régulièrement les sessions, ça, plus les sessions sont tenues, normalement il y a 4 sessions, une session 1 point, 2 sessions 2 points, 3 sessions 3 points, 4 sessions 4 points. Et le dernier critère, le cinquième critère, c'est le compte administratif. Parce qu'il y a aussi cette relation de redevabilité, de transparence, qui est nécessaire pour nous assurer que les ressources qui sont allouées sont bien gérées et la traçabilité aussi est assurée. Donc les communes qui tiennent les sessions et qui transmettent les PV à l'autorité de contrôle de légalité et qui ont aussi adopté leurs comptes en termes de délai avant le 31 mars. Donc ce sont ces questions-là, ce sont les critères qu'on met ensemble qui sont pondérés et sur la base de cette pondération, on définit ce qu'on appelle le montant à allouer et qui est réparti et qui fait une multiplication qui est aussi divisée par le nombre de communes et on fait la multiplication. Est-ce qu'on peut prendre des exemples pour illustrer un peu? Par exemple, quand on prend la région de Kidal, Kidal bénéficie combien dans ce fonds? Bon, pour la région de Kidal, toutes les communes de la région de Kidal, aussi là-bas, les différents critères qui ont été définis, ont reçu entre 4 millions et 15 millions, sans exception, toutes les communes. D'accord. Toutes les communes, sans exception. Le maire de Kidal était là, il a reçu son chèque, je crois que c'était clair, 4 millions et quelques. Donc ces 4 millions qui sont alloués doivent pouvoir les permettre de pouvoir l'utiliser pour les besoins des populations, mais pas de fonctionnement. Ce n'est pas pour des crédits de fonctionnement ou bien pour faire des missions, c'est pour réellement des activités sociales, telles que l'éducation, telles que la santé, l'accès aux médicaments, l'accès à l'eau, en fonction de ce que le montant peut faire comme... Les PDSEC. Les PDSEC, bon, oui, bien sûr. Faut-il que l'activité soit une activité programmée dans le programme de développement économique, social et culturel de la commune. Le ministre de l'économie et des finances l'avait spécifié lors de la remise des chèques géants par rapport aux lignes directrices qui doivent être suivies pour l'exécution. Bien sûr. Et cette ligne directrice est une ligne directrice qui doit assurer une transparence totale du processus. Parce que les plus hautes autorités tiennent
à une utilisation rigoureuse comme d'habitude, mais encore plus, cette fois-ci encore davantage. Et c'est pour ça que, si vous avez remarqué, en plus de la procédure de dépenses publiques que nous connaissons déjà, engagement, ordonnancement, liquidation, paiement, il y a un dispositif de suivi qui est mis en place au niveau communal, au niveau régional et au niveau national. Donc les projets même ne peuvent même pas être financés sans que les projets aient eu l'aval de ces instances de suivi. Pour qu'il n'y ait pas de faille. Pour qu'il n'y ait pas de faille. Pour que demain, on ne se retrouve pas dans une situation où les 3 milliards qui ont été donnés à Kenyeba soient utilisés à autre chose qui ne répondent pas aux préoccupations réelles des populations. Donc, le cadre qui est un cadre inclusif, qui comprend les chefs de village, qui est présidé par le sous-préfet au niveau communal, le préfet, qui comprend les sous-préfets, qui comprend les maires, qui comprend la société civile. Mais pour plus de transparence encore, l'État a ouvert cette instance de coordination nationale au niveau communal ou aux sociétés minières pour dire, venez voir à quelle fin nous utilisons ces ressources, pour qu'ils aient aussi le sentiment de contribuer à un exercice qui est vraiment un exercice tout à fait transparent, pédagogique et surtout qui contribue à asseoir la légitimité de ce qu'ils font comme action dans les différentes zones. Et comment vous l'avez trouvé, Hassan, le fait de vous associer à cela? Non, moi je pense que c'est une très bonne idée. Nous sommes ensemble. Ça vous rassure par rapport à la destinée de vos fonds? Ça nous rassure. Ça nous rassure. Est-ce qu'il y a une évaluation au préalable pour juger de la nécessité de donner un tel montant à telle commune? En fait, les pourcentages à allouer découlent du décret qui organise le fonds, prévu par le décret qui organise le fonds minier, et maintenant qui a prévu 50% pour, comme il a dit, pour les communes affectées, 50% pour la région. Donc c'est une étude au préalable qui est faite? Oui, c'est déjà prévu par le texte. L'État a déjà pris une option de dire, bon, j'ai défini 3 niveaux, un niveau commune affectée, un niveau région affectée et un niveau... Et c'est déjà connu, les communes affectées. Voilà, d'accord, ok. Alors, quels sont les services qui fournissent alors les critères de péréquation et quelle est la fréquence de la collecte de ces informations? Les services qui fournissent les critères de péréquation des services publics, ce sont des critères qui sont connus, qui sont générés chaque année, et pour assurer aussi une certaine la chance à toutes les communes d'année en année de monter en performance. Chaque année, les critères sont collectés. L'Instat collecte les critères de population, c'est la base du recensement général validé par le gouvernement. L'Institut de développement durable met à disposition les critères de pauvreté. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique donne les critères de recouvrement des ressources propres. La Direction générale des collectivités territoriales fournit ce qu'ils appellent les critères de performance administrative, tenue des sessions, compte administratif, transmission des actes. Donc c'est chaque année. Et dans tous les cas, ces critères, ces données sont fournies annuellement, indépendamment même de ce processus, mais ça vient renforcer le processus qui est en cours aujourd'hui et qui donne une photocopie de la situation globale des communes du Mali, de manière de performance. Quel est le nombre de critères? Il y a 6 critères. Maintenant, chaque critère est aussi divisé en 4 sous-critères, où on appelle des échelles. Expliquez-nous. Bon, je prends un exemple. Quand vous prenez l'indice de population, la population, on dit, bon, la population est un critère, mais toutes les communes n'ont pas la même population. Donc, de 1 à 70 000 habitants, c'est 1 point. De 70 001 habitants à 100 000 habitants, c'est 2 points. De 100 001 habitants à 150 000 habitants, c'est 3 points. Plus de 150 000 habitants, c'est 4 points. Bon, quand on prenait aussi les critères de recouvrement des impôts, le recouvrement des impôts, la TDRL, quand vous recouvrez entre 0 et 40% de vos ressources propres, vous avez 1 point. Quand vous recouvrez entre 40
à 50%, vous avez 2 points. De 50% à 115%, vous avez 3 points. Quand vous recouvrez plus de 95% de vos impôts, vous avez 4 points. Donc prenons aussi un autre exemple, la tenue des sessions. Par an, toutes les communes tiennent 4 sessions ordinaires, indépendamment des sessions extraordinaires. Donc si vous tenez au moins une session, vous avez 1 point. Si vous tenez 2 sessions, vous avez 2 points. Si vous tenez 3 sessions, vous avez 3 points. Si vous tenez 4 sessions, vous avez 4 points. Donc à la fin, vos points que vous avez eus, on les additionne, ça vous donne votre moyenne. C'est une moyenne de 24 points. Parce que il y a 6 points, chaque critère est défini en 4 sous-critères, ça fait 24 points. Donc si vous avez 24 points, c'est la base du montant, de la valeur de l'indice, vous avez votre montant, c'est connu. Donc c'est très facile. C'est le Trésor qui fait ces calculs-là. La nécessité fait la collecte des données auprès des services concernés. Il met les données à disposition du Trésor et le Trésor fait les calculs sur la base du montant global. Maintenant, plus le montant global est élevé, plus vos critères sont élevés, plus vous avez la chance d'avoir assez de ressources. Donc c'est tout un processus. Ah bien sûr, c'est un gros travail qui est fait en amont avant d'arriver à la remise symbolique des chèques à travers les services du ministère de l'Agriculture, du ministère des Mines et du ministère de l'Économie et des Finances, qui est un processus transparent pour que demain, si une commune n'est pas totalement satisfaite de ce qui a été fait, qu'elle puisse avoir accès aux données et qu'elle puisse vérifier et qu'elle puisse être en assurance vis-à-vis de l'État. Parce que c'est un travail où les plus hautes autorités exigent à ce que ça se fasse de manière transparente dans un cadre qui permet l'émulation, surtout l'émulation. D'accord. Madame Arbi, quel est le rôle que le ministère des Mines joue dans ce processus? Dans ce processus, on peut dire que le rôle du ministère des Mines est crucial, car c'est le ministère des Mines qui s'occupe en tout cas des relations entre les sociétés minières et l'État. Et ce sont ces sociétés minières justement qui sont quand même les bailleurs, on va dire ça comme ça, de ce fonds. Donc c'est ça. Parlons à présent de la réalisation de projets structurants pour ces communes, objet de ce fonds. Alors, vous qui êtes sur le terrain, M. Hassan Ouedraogo, dites-nous comment ça se passait avant, comment le développement communautaire se faisait. C'est vrai que vous aviez commencé à parler de ce développement communautaire, mais le système était avant comment? Les codes miniers précédents demandaient à ce que les compagnies minières, avant d'avoir leur permis d'exploitation, puissent produire un plan de développement local, même si il n'y avait pas de détails qui encadraient ce plan de développement communautaire comme il s'est fait aujourd'hui. Donc il y avait déjà un mécanisme qui est là, même si le mécanisme n'avait pas trop de détails. Donc, tenant compte de ce fait, les compagnies minières, de par leur engagement sur le plan de la responsabilité sociale des entreprises, de par leur capacité, de par les réalités qu'elles ont sur le terrain, mettaient en place ce plan de développement communautaire-là en parfaite collaboration avec les autorités locales et les communautés locales. Donc, les montants étaient différents. Les approches étaient totalement différentes aussi. Et puis les résultats aussi sont différents parce que tout au départ était différent, mais l'objectif était le même, c'était de partager aussi le bénéfice de l'exploitation minière, surtout avec les communautés qui étaient vraiment impactées par les activités minières. Donc il y avait plusieurs pratiques, pour résumer, par rapport aux dispositions d'antan. Madame Arbi, quels peuvent être les impacts de ces nouvelles ressources sur les communautés, à votre avis, sur les communes? Ces fonds vont quand même servir à financer des projets de développement durable pour les localités, donc notamment la construction d'écoles, de centres de santé, et surtout ça va servir aussi à financer des activités génératrices de revenus pour les communes. Donc il faut juste rappeler que l'un des objectifs aussi du fonds est quand même de faire de telle sorte que même après la mine,
qu'on puisse continuer à voir les retombées du fonds au fait, sur le terrain dans la commune. Alors, monsieur le directeur, qu'est-ce qui va être fait concrètement avec ce fonds? Bon, de manière très concrète, suivant les orientations qui ont été données, le fonds est destiné à l'amélioration des conditions de vie des populations. Parce qu'il faut distinguer cet aspect des évolutions sociales des sociétés minières. Il y a les fonds, mais les sociétés minières ont d'autres évolutions sociales qui rentrent dans le cadre de la responsabilité sociale, qui est en lien avec leur image, qui est en lien avec les normes. Donc ils peuvent faire d'autres activités. Je prends un exemple, si vous êtes dans une société minière, vous êtes dans une zone qui est une zone enclavée, la route entre la société minière et aller rejoindre la route nationale, c'est pas la commune. Ça, c'est la société minière. Ça, c'est la responsabilité sociale de créer les conditions pour faciliter les déplacements. Mais le fonds, lui, il va être destiné surtout aux conditions de vie des populations. Je vais être précis. La santé, l'accès à la santé, pour construire des SESCOM, pour construire des centres de santé de référence qu'on appelle aujourd'hui les hôpitaux du district, pour construire des systèmes d'adduction d'eau, qu'on appelle les châteaux d'eau, si on peut le dire ainsi, pour construire des marchés, qui est un cadre de vie pour permettre aux populations de pouvoir avoir accès aux denrées alimentaires, pour construire des écoles. Et quand je dis l'école, c'est l'école primaire, c'est l'école fondamentale, c'est les lycées, parce que c'est les écoles professionnelles, parce que ce sont ces domaines qui sont transférés au collectival. Je veux dire, l'ensemble des domaines transférés au collectival peuvent être des domaines pour lesquels les fonds pourraient être utilisés. Mais je dis, pas de fonctionnement dedans, pas de salaire aussi, pas de frais de déplacement aussi. C'est vraiment des risques qui vont être utilisés à impact direct sur la vie des populations. Donc le mécanisme, nous allons partir, je disais qu'il y a deux dimensions, parce que les sociétés minières, quand ils s'installent, au moment de faire les études d'impact environnemental, ils font ce qu'ils appellent les plans de développement communautaire. Ces plans de développement communautaire est en place, qui s'inspirent des PDSEC des communes affectées ou des communes d'implantation, où on regarde quels sont les besoins de la population aujourd'hui en termes d'accès à l'eau, en termes de temps, et on planifie avec un coût. Donc, les ressources vont contribuer à mettre en œuvre ces plans de développement communautaire qui découlent des différents PDSEC. Est-ce qu'il y a des propositions aussi qui peuvent venir du comité communal? Le comité communal a pour rôle de suivre. C'est le suivi parce qu'il n'y a pas de substitution. L'instance qui détient, à qui l'État a confié la maîtrise d'ouvrage de développement est la collectivité territoriale, la commune. Donc c'est la commune, à travers ses outils de planification, qui sait ce qui est bien pour elle. Mais le comité de suivi communal a pour objet de s'assurer que les planifications sont respectées. Pour s'assurer que ce que le maire a proposé est réellement dans les PDSEC. Ce que le maire a proposé est vraiment une priorité. Ce que le maire a proposé est réellement en articulation avec les préoccupations réelles de la population. Je prends seulement un exemple pour être simple. Nous sommes une commune, nous avons un besoin de centre de santé et le maire amène plutôt la construction d'une piste rurale. Non, le comité de suivi dit non. Dans les priorités de la commune, c'est plutôt l'école qui a la priorité et non pas cet aspect. Et le préfet a pour rôle, le préfet qui est le président, doit s'assurer que l'ensemble des acteurs ont été impliqués et que les précautions qui ont été soulevées et les projets qui remontent sont des projets réellement inclusifs et qui ont été définis de manière participative. Maintenant, les communes font un premier travail. Chaque semestre, chaque trimestre, ils se réunissent, ils font les rapports remontent au comité régional de suivi. Le comité régional de suivi aussi examine les projets qui sont revenus, qui sont arrivés, la pertinence des projets, la cohérence des projets, parce qu'il faut aussi se mettre à un niveau où il faut éviter qu'il y ait des chevauchements. Deux communes peuvent être côte à côte. La commune A construit un centre de santé ici, la commune B
construire un centre de santé ici, vous allez trouver qu'il n'y a même pas 2 km de distance entre les 2 communes, entre les 2 centres de santé, ça pose un problème. Donc pour assurer cette articulation de développement, le comité de suivi veille régional. Et après, les rapports remontent au comité national. Le comité régional est présidé par le gouverneur de région. Il comprend les trésoriers payés qui gardent les fonds, parce que c'est un compte d'affectation, les trésoriers payeurs. Il comprend aussi les directions des sociétés minières concernées, les maires, les préfets, la société civile, et le secrétariat est assuré par les DRPCIAP, la direction régionale du plan de la statistique au niveau de chaque région. Et ces rapports remontent maintenant au comité de suivi qui est présidé par le ministre des Finances ou son représentant, qui comprend le ministre des Finances, le ministre des Mines et le ministre chargé des collectivités territoriales, et qui maintenant examine en dernier ressort. Ici, là-bas, de cet examen, il s'assure qu'il y a une cohérence du niveau communal au niveau régional, au niveau national, et après, il donne quitus pour la mise en œuvre des différents projets. D'accord, on va vérifier avec le ministère de l'économie par rapport à cet aspect-là. Monsieur Traoré, quel est le mécanisme de suivi de l'utilisation de ce fonds? Comme il l'avait dit tout à l'heure, il y a 3 comités. Comment ça se passe pour que ça soit remonté au niveau de votre département et que le ministre décide de donner ce fonds? En fait, comme on suit le mécanisme tel que ça a été expliqué, donc, puisqu'on a 3 strates, le niveau national sert vraiment à apprécier dans leur globalité l'ensemble de ces projets tels que présentés et peut donner aussi des orientations dans le sens de l'augmentation également des fonds. Maintenant, ce niveau national également apprécie les projets qui sont remontés par le niveau régional. Et idem, le niveau régional également apprécie ce qui est remonté par le niveau communal. Donc, c'est dans un souci de redevabilité et de transparence sur toute la ligne que ça se passe. Donc, tous ces comités sont ouverts aux sociétés minières aussi? Non, les sociétés minières participent au niveau communal et au niveau régional, mais pas au niveau national. Voilà. D'accord, niveau communal pour leur permettre de savoir ce qui se passe avec les fonds. Au niveau communal, c'est dans un souci de transparence, puisque ça a été dit. Voilà, il s'agit des contributeurs, donc ces sociétés doivent savoir leur contribution, ça sert à quoi. Donc c'est dans un souci de transparence et de traçabilité que les sociétés sont associées au niveau communal et au niveau régional. Madame Arbi, par rapport au comité de suivi, qu'est-ce qu'on peut retenir à votre niveau? Ce qui est à retenir, c'est que l'utilisation de ces fonds-là, quand même, font l'objet de rapports annuels qui sont publiés au journal officiel et sont disponibles aussi sur le site internet du ministère en charge des mines. D'ailleurs, je profite pour donner notre site. C'est www.mine.gouv.ml. Donc au plus tard 6 mois après la clôture de l'exercice budgétaire. Donc il faut rappeler aussi que ces rapports annuels quand même font aussi l'objet de publications conformément à la norme ITIE, voilà, qui est l'initiative pour la transparence des industries extractives. D'accord. Monsieur Traoré, est-ce que le fonds est soumis au contrôle? Oui, le Fonds minier de développement local est soumis au contrôle des services compétents de l'État. On peut citer, entre autres, le bureau du vérificateur général, le contrôle général des services publics, l'inspection des finances, voilà. Ce contrôle se fait périodiquement? Périodiquement, oui, ce contrôle se fait. Peut être diligenté à tout moment. On peut même recourir en cas de besoin à des contrôleurs privés. Et par rapport à ce contrôle, monsieur le directeur, vous êtes impliqué à ce niveau? Non, nous sommes totalement... les collectivités sont des services publics de l'État. Dans le cadre de la redevabilité, dès que vous acceptez des fonctions, vous devez accepter aussi, vous soumettre aussi au mécanisme de contrôle qui a pour objet aussi de s'assurer de l'utilisation des ressources, d'apporter les correctifs qu'il faut pour éviter qu'il y ait des déviations. Il y a une dimension pédagogique aussi dans le contrôle aussi. Il n'y a pas seulement que la dimension pénale, il y a une dimension pédagogique et surtout il y a la dimension correction. Parce que ça permet aussi de corriger et d'éviter que
les difficultés ne prennent certaines proportions. Donc c'est une très bonne initiative, mais il faut aussi ajouter le contrôle aussi qui exerce par les représentants de l'État. Parce que c'est comme l'autorité de tutelle des collectivités territoriales qui veille aussi à la bonne utilisation de ces ressources, sans compter tout le contrôle qui est fait, qu'on appelle le contrôle interne par les services du trésor avant les paiements, les services aussi de contrôle financier aussi. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas de problème. C'est une préoccupation qui est bien entendue et nous veillerons à ce que chacun de ce côté joue sa part de partition. En tout cas, le contrôle est très important là-dedans parce qu'une chose est de donner de l'argent aux populations, mais veiller à ce que ça soit utilisé à bon escient. C'est une étape très très importante. Totalement d'accord. D'accord. Alors nous allons donc parler de cette collaboration qu'on a sentie quand même dans le travail, cette collaboration qui existe entre les différents départements pour que ce projet puisse aboutir. Qu'est-ce qui a été fait dans ce sens? Je vais commencer par Madame Arbi. Donc comme vous l'avez dit, donc il y a eu des sessions qui ont été organisées, où on était associés quand même donc au titre du ministère des Mines, donc avec le ministère en charge des collectivités territoriales et le ministère de l'économie et des finances. Donc je pense qu'on avait un peu réparti les tâches donc à la matière. Donc pour ce qui est du ministère en charge des mines, nous avons quand même fourni donc un état des lieux de toutes les sociétés minières quand même qui étaient concernées, donc ainsi que des bénéficiaires d'autorisation de carrière aussi, qui étaient donc en notre sens et nous à notre niveau c'est ce que nous avons fait quand même comme travail. Alors, au ministère de l'économie, comment ça s'est passé pour cette collaboration, pour que tout aille? En ce qui concerne la mobilisation de ce montant de 18 milliards, la porte d'entrée, c'est le ministère des Mines. La liste des sociétés minières qui doivent contribuer à ce fonds, cette liste est fournie par le ministère chargé des Mines. Donc les services compétents de l'administration fiscale travaillent sur ces listes pour maintenant réclamer ces montants qui sont dus. Dans un premier temps, le système est déclaratif. Mais lorsque la contribution ne se fait pas régulièrement ou bien elle n'est pas à hauteur de souhait, n'est pas conforme à ce qui devait être déclaré et payé, les services compétents de l'administration fiscale font des relances. Donc la porte d'entrée étant le ministère des Mines, nous sommes chargés de la collecte et de la mise à disposition de ces fonds. Et la collecte se fait comment? Sur le terrain, vous partez à la rencontre de ces sociétés minières? Dans un premier temps, le système est déclaratif, c'est-à-dire c'est les sociétés qui trimestriellement qui déclarent 0,75% de leur chiffre d'affaires trimestriel et ces montants sont collectés et versés au trésor. Donc c'est sur la déclaration des sociétés minières. Maintenant, lorsqu'il y a manquement dans cette obligation déclarative, que maintenant les services compétents de l'administration fiscale procèdent à des rappels et éventuellement appliquent des sanctions. Manquement par rapport à la déclaration? Manquement par rapport à la déclaration et manquement par rapport au montant qui doit être déclaré. C'est-à-dire si vous devez déclarer 0,75% de 1 milliard et que vous déclarez 0,75% de 500 millions, il y a un écart. Donc on va vous réclamer cet écart. Et si au titre aussi d'un trimestre vous n'avez pas contribué, on va vous demander de contribuer. C'est comme ça que ça se passe. Monsieur Cissé, directeur des collectivités territoriales, comment se passe cette collaboration entre les trois départements? Elle est dynamique, elle est participative, elle est inclusive. Donc ce sont les critères de la collégialité gouvernementale. Les départements ministériels ont les mêmes objets. L'objectif c'est de comment créer les conditions pour faire réaliser les activités programmées par le gouvernement. Donc de manière générale, je vois que nous, de notre côté, nous avons apporté l'expertise que nous avons en matière de développement local, nous avons apporté l'expertise que nous avons en matière de calcul des péréquations, nous avons apporté l'expertise que nous avons dans la définition des critères et nous sommes des bénéficiaires, pour ne pas le dire ainsi, parce que nous sommes le ministère de tutelle des collectivités territoriales. Donc c'est plutôt de la satisfaction d'abord de l'initiative et surtout de l'esprit collégial avec les services techniques
de l'IGM, des finances, du Trésor, de la DNPD, et de l'ANCT avec laquelle nous travaillons pour créer les conditions d'une bonne mobilisation des ressources du fonds minier. Et nous espérons, c'est pas un espoir, c'est plutôt une fixation d'une bonne utilisation des ressources, parce qu'il n'y a pas d'autre option. Il n'y a qu'une seule option, c'est une bonne utilisation des ressources au profit des populations. Tout à fait. Alors on va faire un dernier tour de table maintenant par rapport à vos avis et suggestions pour ce secteur minier, pour qu'il brille encore pour les Maliens. On va commencer par Mme Arbi. Quelles sont vos suggestions aujourd'hui, vous, ministère des Mines? Cette année quand même, pour l'exercice quand même 2025, il y avait 15 grandes sociétés de grandes mines qui ont contribué. Il y avait 13 petites mines et 33 carrières au fait, voilà, qui ont contribué. Donc on espère bien que pour l'exercice en tout cas 2026, donc il y aura plus de contributions au fait. Voilà, plus de sociétés qui vont contribuer. D'accord. Alors, Monsieur Ouedraogo, quels sont les conseils, les messages à adresser aujourd'hui aux collectivités territoriales? Merci, Madame. Je pense bien que cet entretien nous a permis de bien comprendre que d'abord les différents services de l'État et des collectivités territoriales travaillent en symbiose ensemble dans le cadre de la gestion de ces fonds-là, ce qui est vraiment impressionnant avec toutes les informations qu'on a reçues aujourd'hui. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes des partenaires, nous sommes disposés, nous sommes ouverts à apporter notre contribution en tant que compagnie minière à tout ce qui peut apporter quelque chose au niveau des communautés dans le cadre du développement. Donc réellement on est assez ouvert pour ça. On est assez ouvert aussi pour même techniquement contribuer dans ce processus-là à rendre encore le secteur minier malien attractif comme il est aujourd'hui. D'accord, rendre le secteur minier attractif, ça passe par quoi, M. Traoré? Pour rendre ce secteur minier attractif, il faut passer par la formation. Il faut renforcer les capacités des acteurs qui sont vraiment chargés d'animer ces secteurs et établir également une meilleure synergie entre les départements et les différentes directions qui sont vraiment chargées du suivi, chargées d'animer les activités dans ces secteurs. On peut dire que les perspectives sont bonnes dès lors que de nouvelles mines sont en train de s'installer, c'est-à-dire des mines qui entrent en production, avec les tendances haussières également des coûts. Ces fonds sera de plus en plus consistant. D'accord. Alors, Monsieur le Directeur, Monsieur Cissé, vous allez boucler ce débat avec ce message que vous avez adressé aujourd'hui aux collectivités. Vous êtes bénéficiaire quand même de ce fonds. Quel est ce message pour que ce fonds soit vraiment ce que vous souhaitez? Le message que nous avons aux collectivités de manière générale, c'est de créer les conditions pour que la légitimité sociale des collectivités ne souffre d'aucune ambiguïté. Cette légitimité sociale doit se traduire par une gestion rigoureuse des ressources que l'État alloue aux collectivités au profit des populations. Cette légitimité sociale doit se traduire aussi par une planification inclusive des actions de développement, mais aussi et surtout par une communication autour des efforts que l'État apporte aujourd'hui pour accompagner les collectivités de les missions qui leur sont assignées, en s'assurant que les populations puissent ressentir l'impact positif des efforts qui sont consentis par l'État aujourd'hui pour faire en sorte que l'or brille pour tous les Maliens. 18 milliards, c'est beaucoup d'argent. Ça peut réellement aider à renforcer davantage la perception que les populations peuvent avoir du secteur minier. Et la clé est entre les mains des différentes autorités locales, mais tous les acteurs qui doivent contribuer aussi au suivi. C'est vrai, je disais les collectivités territoriales,
mais les acteurs locaux qui sont concernés, régionaux qui sont concernés aussi, doivent jouer leur partition pour que demain, au moment du bilan, que chacun puisse dire « je contribué à faire de ce pays ce qu'il est aujourd'hui par mon action ». Voilà ce que je veux dire. C'est très important. Merci. Alors, merci à vous d'être passé sur ce plateau pour ces éclairages. C'est donc tout pour ce numéro de questions d'actualité consacré au Fonds minier de développement local. Ce fonds de plus de 18 milliards 400 millions de francs CFA est destiné aux communes du Mali pour la réalisation de projets structurants selon les réalités du terrain au niveau des communes. Et nos invités étaient Abderrahmane Sissé, il est directeur général des collectivités territoriales, Mohamed Bouba Traoré, inspecteur des impôts, conseiller technique chargé de la fiscalité intérieure au ministère de l'économie et des finances, Rakiatou Harbi, conseillère technique au ministère des mines chargé des questions fiscales, économiques et financières, et Hassan Ouidrago, directeur de l'environnement social et du développement durable, Fekola Bitogold. Ce débat a été réalisé par Jakari Jakone Jaki. En espérant que vous avez eu un intérêt à nous suivre, nous vous souhaitons de passer d'excellents moments de télévision à notre compagnie. Bonsoir. ORTM, notre passion, c'est de vous servir. سيداتي ساداتي أنساتي عمتم مسان هنا تلفزة مال الوطنية يسرها أن تقدم إلى حضراتكم نشرتها الإخبارية الأسبوعية إليكم عناوينها. المسلمون يحتفلون بعيد الفطر المبارك في مالي بعد صوم شهر رمضان. المسلمون يهنئون بعضهم البعض بمناسبة عيد الفطر المبارك. إعلان نتائج المسابقة القرآن الرمضانية بين نجوم القرآن الكريم في نسختها العاشرة. وفي هذه النشرة أخبار أخرى سنعرضها عليكم في حينها. أيها السادة، فإلى تفاصيل هذه النشرة من تلفزة مالي الوطنية. احتفل المسلمون في